Bon, donc du coup, maintenant, je vais appeler Jean-Marc, qui est fraîchement arrivé de Montpellier. Du coup, Jean-Marc est directeur de recherche de l'INRA. Il est économiste agricole. Et donc, on lui a demandé de venir ici pour parler du programme La Cave et des leviers d'adaptation au changement climatique pour la viticulture dans la région du sud de la France. Voilà, donc Jean-Marc, merci beaucoup d'être venu. Et puis, je te laisse la parole. Oui, merci de l'invitation. Puis avec mes excuses, pour le retard, parce que ma présentation a un caractère assez général et donc effectivement, elle était beaucoup mieux placée avant l'intervention de Thierry, qui se focalise sur une des questions, un des leviers possibles de l'adaptation, l'utilisation des ressources génétiques pour sélectionner des plants adaptés par exemple à la sécheresse. Ensuite, j'ai plus trop de voix non plus. Ça, c'est indépendamment de volonté. Je vais essayer de tenir. Donc, excusez-moi. Et puis, troisième excuse, peut-être, je suis passé en mode plein écran, enfin, comment on appelle ça, cinéma, c'est allongé. Et j'ai des diapos qui étaient plus en mode plus rectangle, plus resserré. Donc, il y aura peut-être des cartes de France un peu étalées. Donc, c'est pas de ma faute. Bon. Donc, oui, moi je travaille sur les questions d'innovation dans la filière vigne et vin, et depuis quelques années, notamment sur les innovations qui concernent l'enjeu de l'adaptation au changement climatique, et en coordonnant donc avec ma collègue. Attendez juste, c'est celui-là, non? Alors tu peux utiliser soit le curseur, soit le... Ça. Non, ça marche pas. Tu peux passer d'une diapo à une autre. Bon, on va faire ça. Ok. Sinon tu utilises le curseur. Ouais, bon. Donc, et depuis 2012, je coordonne avec ma collègue Nathalie Eulat de l'INRA de Bordeaux un programme de recherche qui s'appelle La Cave sur l'adaptation au changement climatique dans la filière, dans le secteur de la vigne et du vin. Donc vous voyez sur cette carte, on a dans le cadre de ce programme, c'est plus un programme qui a une grosse dimension d'animation scientifique, donc de réunir des tas de labos de l'INRA en France, comme vous voyez, qui travaillaient sur la vigne et le vin de manière générale et qui s'intéressaient tous plus ou moins au changement climatique, parce que la vigne et le vin, c'est quand même un des marqueurs du changement climatique, donc c'est un secteur très sensible, donc on va le voir. Et puis on a soutenu aussi des recherches plus précises, plus fondamentales, à travers notamment des bourses de thèse, et dont une thèse qui était dans le labo de Thierry, qui a participé en tout cas à ce travail autour de la caractérisation génétique de certaines formes des traits qui sont résistants, qui permettent la résistance de la vigne à la sécheresse. Donc c'est 24 labos, 70 chercheurs, des doctorants. Et ce qui est intéressant dans ce genre de programme, c'est d'une part qu'on va balayer toute une série de disciplines scientifiques, donc depuis les climatologues jusqu'aux sociologues, en passant par les agronomes, les œnologues. Donc c'était l'occasion pour nous de nous réunir entre des approches et des disciplines très différentes. Et d'autre part, on est aussi sur quelque chose qui est ancré dans vos problèmes de décision, dans vos observations même, comme viticulteurs. Enfin, je dis vous, je pense que vous êtes majoritairement des viticulteurs. Et donc, on a aussi besoin, progressivement, à différentes étapes, et notamment dans la phase actuelle de restitution de nos travaux, de travailler avec les partenaires économiques, les partenaires viticoles. Donc là, moi, je crois que j'ai 3 parties rapides dans mon intervention. Un petit rappel quand même sur le changement climatique que je fais chaque fois, parce qu'il peut y avoir encore des climato-sceptiques. Vous savez, sur la page web de Donald Trump, on a enlevé, de la Maison-Blanche, on a enlevé même le changement climatique. Donc voilà, il faut quand même réaffirmer ça. Ensuite, je rappellerai brièvement aussi les impacts du changement climatique sur la vigne et le vin, qui correspond à un certain nombre d'observations que vous avez déjà, mais nous, on a. Et puis, pour développer davantage la question des stratégies d'adaptation, en voyant différents leviers techniques, mais aussi liés à la gestion des plantations dans l'espace ou à la prise en compte des consommateurs. Alors, je pense qu'il y a 4 dimensions qui nous intéressent dans le changement climatique, qui nous intéressent acteurs de la filière vigne et vin. D'abord, c'est une évolution de la température moyenne de la surface du globe. Vous voyez, en noir, c'est l'évolution constatée depuis le 19e siècle, avec une augmentation en moyenne. Sur le trend, on va bientôt être à plus 1 degré. Mais moi, j'ai remis l'estimation qu'on a effectuée il y a une quinzaine de jours pour 2016. On va être entre plus 1,1 et plus 1,3 degrés pour l'année 2016, qui était exceptionnellement chaude à l'échelle de la planète, par rapport à l'ère pré-industrielle. C'est pas anodin. Alors, c'est pas dire que la moyenne, on est encore
sur le trend, on est encore à +1, puisque l'année prochaine, cette année, ça sera peut-être un peu moins, etc. Vous voyez, ça oscille, autour de... Mais là, on a quand même sur une année exceptionnellement chaude. Et vous voyez, j'ai mis les deux perspectives qui sont discutées au niveau international. C'est la perspective, la courbe rouge, c'est l'évolution de la température moyenne si on continue à produire, à émettre des gaz à effet de serre comme toujours. Et puis, donc, on arrive vers plus 4,5, plus 5 degrés de température moyenne en 2100. Et la courbe bleue, qui est celle qui est fixée dans les accords de la COP 21. On veut essayer de stabiliser, en réduisant fortement nos émissions, d'ici à partir de 2020, puis 2030, puis 2050, arriver à stabiliser à plus 1,5, plus 2 degrés par rapport aux températures moyennes de l'ère pré-industrielle, le 19e siècle. Et je vous dis, là, 2016, on était déjà à plus 1,1, plus 1,3. Donc on est déjà quasiment dans le seuil qu'on a fixé pour COP21. Donc il y a du boulot. Deuxième dimension du changement climatique, ça concerne la pluviométrie. Alors là, on a quand même, en termes d'observation, on a beaucoup moins de choses claires. Pour l'instant, si on regarde les évolutions dans différentes régions, il y a Marseille qui est dans le lot, par exemple, là, à côté d'ici. On n'a pas d'évolution, de diminution ou de hausse particulière. Il y a de la variabilité beaucoup. Par contre, c'est vrai que les modélisations au niveau mondial, c'est du GIEC, ce qui est le schéma d'en dessous, montrent les modèles convergent vers une tendance à une accentuation de la sécheresse, du baisse de la pluviométrie dans les zones des sécheresses et une augmentation dans les zones déjà pluvieuses, notamment les parties les plus septentrionales du globe qui est en bleu. Et donc ici, sur la France et en particulier en zone méditerranéenne, on est un petit peu entre les deux influences et on va, a priori à terme, vers une baisse, pas énorme, mais une baisse globalement en moyenne de la pluviométrie d'ici 50 ou 100 ans. Mais le plus important, c'est pas cette somme globale, ça sera pas le désert, c'est plutôt le problème de répartition. Et ce qui est envisagé, ce qui est prévu aussi, c'est quand même plutôt une baisse de la pluviométrie printanière et surtout estivale. Donc avec une concentration automne et fin d'hiver, par exemple. Donc, troisième aspect dans le changement climatique, c'est pas qu'une question de température moyenne et de pluviométrie, c'est une question de variabilité. Et ça, dans la plupart des enquêtes, d'ailleurs, les viticulteurs sont d'abord sensibles à ça, ces questions de variabilité, parce que ça va avoir des impacts sur les millésimes, ça va avoir des impacts sur la gestion des risques. Donc, c'est une variabilité sur les vagues de chaleur. La référence, c'est 2003. L'année qu'on a en référence, qui pourrait se reproduire de manière beaucoup plus fréquente, ensuite. C'est aussi des vagues de sécheresse, Californie, fruition qu'on connaît ici un peu. Et puis, ici, dans la zone méditerranéenne, c'est ce qu'on appelle les événements, les épisodes méditerranéens. On dit Cévenol, un peu de l'autre côté, je crois, du Rhône, mais qui correspondent à des pluies abondantes d'automne liées. Et bon, jusqu'à présent, on n'avait pas d'éléments statistiques qui associaient ces événements extrêmes avec le changement climatique. Là, on a eu 1 ou 2 publications sur les derniers mois qui démontrent qu'au moins l'intensité, par exemple, je ne parle pas de la fréquence, mais l'intensité des pluies d'automne sur les dernières décennies s'est accrue et serait donc associée au changement climatique. Ensuite, puis cette année, on a quelque chose, par exemple, au sein de l'INRA au niveau national, on a réfléchi à ça parce qu'on a une année, l'année dernière, 2016, une année un peu bizarre qu'on n'avait jamais vue. Alors, peut-être pas trop dans le sud, mais surtout dans la partie nord septentrionale de la France, avec des passages de séquences, énormément de pluie au printemps, des périodes très chaudes, plus froides. Donc on a aussi, en termes de variabilité, c'est aussi la séquence même des épisodes au sein d'une année qui peut bouger d'une année sur l'autre. Donc il faut savoir se préparer à tout ça. Et puis, dernier point du changement climatique, c'est qu'il y a aussi des tas d'effets indirects. Alors, à la fois sur la hausse du niveau des mers, ça peut avoir des effets en termes de salinisation sur les zones côtières où il y a de la vigne, la baisse de la ressource en eau. Donc, pour un Mendoza, ça pose des problèmes parce que les ressources en eau des Andes se diminuent, mais ici aussi, les réserves en eau des Alpes pourraient diminuer, donc avec des effets indirects sur la ressource en eau. Mais c'est surtout des effets indirects sur les écosystèmes. Le changement climatique, par son accélération, modifie des équilibres, va sans doute accentuer la biodiversité, donc des effets déjà initiés par l'homme à travers toutes ces pratiques, modifie la présence des bioagresseurs, des prédateurs des bioagresseurs, etc., le fonctionnement des sols. Il y a plein de choses qui sont mal connues, mais on sait que ces effets indirects sont aussi très importants et à prendre en compte pour la viticulture. Juste dernière carte qui résume, c'est celle que je crois que vous avez mise sur le site, c'est deux collègues de Nancy qu'on fait, qui a une projection en termes d'essence, de combinaison d'essence forestière, qui sont les arbres, ça réagit à long terme, et qui sont l'expression des témoins de climat,
Et donc on voit comment la carte à gauche, c'est la carte actuelle. En rouge, on est en plein dedans. Nous, là, c'est la zone méditerranéenne. Comment la zone des essences méditerranéennes va s'étendre sur une grande partie de la France, dans un scénario moyen même. Donc deuxième point, les impacts du changement climatique sur la vigne et le vin. Donc là-dessus, la vigne et le vin ont été des témoins très précoces, un précurseur parmi d'autres signes de ce changement. Et donc, l'un des signes, c'était les dates de vendange. Alors, les dates de vendange, c'est juste un élément dans lequel il y a plusieurs facteurs qui le déclenchent. Maturité, il y a des effets aussi liés à des changements d'encépagement, de techniques, de règles, de décisions, etc. Donc, c'était comme un élément d'observation, et avec, dans toute la France, entre 15 jours et 3 semaines d'avance sur les dates moyennes de vendange. Mais derrière, évidemment, c'est l'ensemble des stades phénologiques de la vigne qui se modifient. Donc on peut regarder, là c'est ceux des collègues de Colmar, quand on s'intéresse à un même cépage, sur une même vigne, donc on évacue un peu les autres facteurs qui peuvent aussi jouer sur des précocités. Et donc, Et donc là, effectivement, ce sont tous les stades qui, dans le cas de l'Alsace, entre 15 jours et 20 jours, en 30 ans, qui sont plus précoces. Donc ça, c'est un point fort. Et cette précocité, alors, si je continue sur des travaux de mes collègues d'Alsace, cette précocité, en fait, c'est un mécanisme qui amplifie l'effet du changement climatique sur la vigne, parce que, en fait, là, vous avez, c'est la courbe noire, c'est la courbe des températures journalières moyennes, en Alsace, mais enfin bon, avec un maximum à mi-août, et puis ça décroît sur l'automne, et donc la période de maturité qui est calée à peu près, de fin août jusqu'à fin septembre, et en fait, quand on monte de 2 degrés, dans une hypothèse, en 2050, par exemple, on aurait 2 degrés de plus en température moyenne, c'est cette deuxième courbe. En fait, on ne monte pas de 2 degrés pour la température moyenne de la période de maturité, puisque comme c'est plus précoce, on remonte en même temps sur le haut de la colline, enfin de courbe, et donc du coup, c'est plutôt plus 3 degrés, ou je me suis mis plus 3,8 même, en termes de période. Et si on se positionne dans une perspective de plus 4 degrés, plus 4,5, donc le scénario un peu catastrophe, là, on a encore, au-delà des plus 4, on est plutôt sur du plus 7 degrés, parce qu'on est encore là carrément au milieu de l'été, et avec d'ailleurs moins de possibilités d'ajustement en retardant ou décalant les récoltes, puisqu'on est sur un plateau en termes de température, alors qu'aujourd'hui, on est dans des zones où on peut jouer, en retardant quand même, jouer sur les conditions pour les récoltes de température, plus facilement. Donc ça, c'est ce que Eric appelle la double peine, c'est l'élément central, important, qui explique l'amplification des effets en partie du changement climatique sur la période de maturité, sur les qualités ensuite. Deuxième aspect, impact, là je pense que peut-être que Thierry en a déjà dit un mot, c'est vraiment sur les bilans hydriques, donc sur la période végétative en pleine Languedoc. Moi je m'excuse, j'ai pas eu le temps de regarder trop du côté d'Aix ou de PACA ce qui en était, mais donc mes références sont essentiellement quand même languedociennes pour ce qui est la zone méditerranéenne. On a un bilan hydrique qui est négatif, du fait à la fois de l'augmentation de la température, qui veut dire plus d'évapotranspiration, et puis moins de pluie quand même, malgré tout, sur cette période, donc un bilan négatif, ce qui pose des problèmes, vous le savez, ça c'est pas forcément... ça dépose de problèmes d'altération de qualité, de baisse de rendement, de risque, même dans certains cas, pour la pérennité du vignoble. Le troisième impact, qui résulte en partie des deux premiers, indirectement, c'est sur la composition du raisin, et donc sur la caractéristique des vins, ensuite, avec augmentation du taux de sucre et donc d'alcool, baisse de l'acidité, des modifications de profil aromatique, et puis, parce que les changements des températures pour les EV, des différences de température, des effets de radiation, tout ça affecte des mécanismes extrêmement complexes, des cinétiques, de précurseurs d'arômes, d'anthocyanes, ou même l'évolution de l'acidité et du sucre, simplement. Donc ça, c'est pareil. Là c'est le labo du Vernet avec lequel vous travaillez, Fruition, qui a servi de base aussi dans la zone plutôt de Narbonne, enfin de Languedoc, pour avoir une évaluation de ces évolutions. Il n'y a pas que le changement climatique derrière ça. Il y a aussi des modifications d'encépagement, de levure, etc., qui ont accéléré peut-être l'augmentation de l'alcool. Mais on juge que, en se référant à quelques données de situations contrôlées, qu'à peu près la moitié de l'évolution du degré d'alcool est directement liée au changement climatique. Là, c'est plus 2,5 degrés sur les degrés moyens sur les 30 dernières années, par exemple. Ça, ces questions, je le dis, c'est perçu comme un problème important en zone méditerranéenne, en Languedoc, j'imagine en PACA aussi. C'est quand même vu plutôt comme quelque chose d'intéressant et
positif dans les autres vignobles, hein, où on n'arrivait pas toujours à maturité. Et voilà, donc faut bien avoir cette conscience-là. On n'a jamais eu autant de si bons millésimes en Bordeaux, je pense, depuis sur les 20 dernières années, ou en Bourgogne aussi. Donc voilà, c'est un aspect. Mais rassurez-vous, ils vont aussi bientôt basculer, a priori, dans une situation où ça va devenir un problème. Mais pour l'instant, ils en profitent un peu. Donc, et ça, c'était juste... je sais qu'il y a eu des controverses, il y a eu des tas de différences, mais juste une illustration qui avait été donnée à un moment donné sur l'apparition d'un certain nombre de molécules, donc avec des impacts en termes d'arômes ensuite, sur le millésime 2003, là c'est sur des merlots, hein, et puis qui persistaient, qui se maintenaient ensuite. Voilà, donc c'est des choses qu'on ressent, que les dégustateurs ressentent aussi, mais que analytiquement certains collègues peuvent démontrer ponctuellement. Le quatrième impact, c'est sur on en a beaucoup parlé, c'est sur les aires, les espaces où on peut cultiver de la vigne. Alors avec des critères, des critères purement agrométéorologiques, ou des critères de température, de somme de température. On a la situation actuelle de la vignoble, avec en rouge là où on plante plutôt des cépages tardifs et en bleu des cépages précoces. Hein. Et puis voilà ce que pourrait donner, si on projette en fonction des évolutions climatiques, la carte future de où on pourrait planter de la vigne. Je ne vais pas dire où il y aura de la vigne, parce qu'il y a des tas d'autres conditions, on en discutera après. Et ça veut dire effectivement, alors, ça fait jaser, ça fait le buzz, l'Allemagne, la Russie, la Pologne, les grands vignobles. Rassurez-vous, construire un vignoble, ça ne se fait pas comme ça, il y a beaucoup de risques, il y a des tas d'investissements qui dépassent la question de température, mais c'est un point qu'il faut avoir en tête. Hein. Et on a à l'inverse aussi des zones type sud de l'Espagne qui vont devenir très très difficiles du point de vue pour la culture de la vigne. Et enfin, il y a de nombreux impacts économiques potentiels qui résultent de tout ça. C'est une chaîne d'impact, des effets sur les rendements et les qualités, donc sur la manière dont les produits pourront se vendre, donc les coûts, les revenus des viticulteurs. Une augmentation du risque économique, je ne suis pas trop revenu dessus, mais à la fois lié à des changements des variabilités de millésime, mais surtout des événements extrêmes, des impacts potentiels sur la valeur du vignoble, sur la valeur patrimoniale. Donc en Champagne, ça leur fait... En moyenne, en ce moment, je pense qu'ils sont à plus d'1 million d'euros depuis 2-3 ans, sur la valeur de la vigne à l'hectare. Évidemment, ça titille. Si on commence à dire que le changement climatique va invalider les qualités du champagne, etc., donc ça veut dire que notre patrimoine il risque de perdre un peu de valeur. Donc c'est un facteur qui les pousse à réagir. Des modifications de stratégie entre terroir et vin. En Languedoc, on se préoccupe de ça, parce que des zones de coteaux exposés avec des sols avec moins de réserves utiles en eau vont peut-être plus affectées que, au contraire, des zones en plaine où on pourrait affecter, ou d'autres zones sur les coteaux, mais avec des sols différents qui ont plus de capacité, des argiles, etc. Donc il y a des possibilités de modification de hiérarchie entre les terroirs, et ça, il faut déjà anticiper. Et puis, des impacts sur la concurrence entre les vignobles et sur les systèmes des appellations qui codifient tout ça. Donc, venons-en donc à la dernière partie, c'est le balayage sur lequel on a le plus travaillé dans notre programme, au-delà des synthèses que je viens d'évoquer très brièvement, c'est réfléchir à la manière dont on peut s'adapter. Donc s'adapter, on pense tout de suite innovation, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi comment se repositionner dans l'espace, comment changer les règles, etc. Donc je fais un balayage assez rapide quand même, et on pourrait revenir ensuite dans la discussion. Le premier grand domaine d'intervention, d'action auquel tout le monde pense, c'est des innovations techniques. Et déjà, c'était énorme. C'est une innovation technique, il y a au moins 4 ou 5 composantes qu'il va falloir combiner pour s'adapter. Et quand je dis qu'il va falloir combiner, c'est que chaque viticulteur ou chaque groupe de viticulteurs va devoir combiner en fonction de ces conditions particulières. Le premier groupe, c'est ce dont a parlé en partie, je pense, Thierry, même si je n'ai pas assisté, j'imagine, connaissant déjà d'autres. C'est vraiment jouer sur le cépage, et le porte-greffe éventuellement, pour donc tester des variétés qui vont être plus tardives, qui vont être résistantes à la sécheresse, aux températures plus élevées, et additionnellement aux maladies, voilà, pour pouvoir, en modifiant l'encépagement, on va repousser cette avancée de précocité, on va maintenir des vins qui sont tels qu'on les désire par rapport à un certain nombre de caractéristiques, etc. Alors, il y a des tas de stratégies là-dedans. C'est à la fois une recherche au sein même des variétés existantes, en Bordeaux-lait, c'est davantage le Cabernet Sauvignon que le Merlot, qui apparaît comme un peu moins adapté dans des situations qui est un peu plus précoce, et puis qui moins adapté à des situations de changement climatique. Donc ça peut être une modification interne à l'encépagement existant. Ça peut être aussi des recherches sur les clones. Donc ça, c'est ce qui est privilégié plutôt par les Bourguignons, par exemple, en ce moment, au sein du Pinot Noir. On a quand même pas mal de clones différents, mais certains ont des caractéristiques qui s'apparaissent mieux adaptées
en perspective du changement climatique, mais c'est quand même limité, parce qu'on est quand même une base génétique un peu, limitée, quoi. Donc, du coup, l'intérêt des deux autres stratégies, qui sont soit aller chercher des cépages ailleurs, et donc des observatoires, dans toutes les régions quasiment, on teste des cépages venus de régions plus chaudes, plus méridionales, et puis, en envisageant qu'est-ce que ça pourrait faire en se combinant progressivement dans le cépagement existant. Et puis, évidemment, il y a aussi les créations variétales, par exemple les hybrides sur lesquels l'INRA, avec PFV, travaille, et dans lesquels on a des hybrides qui ont été sélectionnés, y compris pour la résistance au idium mildiou, mais qui s'avèrent aussi très intéressants, parce que peu de degrés, et voire sans doute des comportements intéressants dans des situations de stress hydrique. Donc ça, c'est la création. Le deuxième volet, on est sur les pratiques viticoles. Là aussi, on pourrait développer. Ça va de la gestion des feuillages, qui permet de réduire l'évapotranspiration, mais en même temps, si on le fait trop, il y a des risques de radiation, d'exposition trop forte des baies. Donc la hauteur des grappes, alors on s'éloigne du sol, donc il fait plus frais, mais en même temps, on a plus besoin d'eau. Donc sur des tas de techniques comme ça, on gagne sur une des dimensions du changement climatique, par exemple la sécheresse sans sécheresse, mais on perd sur une autre, problème de température. Donc c'est une réflexion évidemment très sophistiquée, d'ajustement qu'il faut avoir. J'ai mis aussi évidemment le point clé sur lequel je pense qu'à l'INRA on n'a pas assez travaillé, c'est tout ce qui est la gestion du sol et l'agroécologie en général. C'est une des composantes fortes, à la fois pour la rétention en eau, la résilience de la vigne, des aspects même de couvert, on peut sans doute gérer la température de surface, etc. Donc il y a toute une réflexion sur le sol qui est centrale, et puis on peut aller sur des systèmes un peu plus innovants, type agroforesterie, ou gérer autour. L'environnement immédiat de type les haies, les écosystèmes, joue aussi sur le microclimat, la présence de... donc ça. Le troisième point, c'est vraiment la question de l'irrigation de précision. À Pêche-Rouge, on teste là. Le PACA et Languedoc sont les premiers concernés, sont les premiers à s'être déjà engagés, de fait, dans ces pratiques. Et il s'agit, vous connaissez mieux que moi, j'imagine, en partie, d'irrigation de précision, d'apport modéré en eau, et avec une préoccupation de gestion de la ressource elle-même, d'où elle vient, comment on peut la gérer, etc. C'est central. Et en même temps, il ne faut peut-être pas toujours la mettre... Nous, on évite quand même de la mettre en premier lieu, en tête. Il faut la voir comme une solution parmi d'autres dans une approche globale de la gestion de l'eau à l'échelle de la parcelle, incluant les évolutions de pratiques, etc. Parce que tout le monde ne peut pas avoir de l'eau, d'une part. En Languedoc, ce sera 20-30 000 hectares sur les 200 000, donc 10-15. Donc, et puis surtout, ce n'est pas forcément... Ça peut correspondre à un besoin pour certains types de vins. D'autres acteurs peuvent continuer avec une modification des pratiques agronomiques et énologiques sur des systèmes non irrigués tout à fait pertinents. La question qui intéresse Fruition, notamment, c'est aussi des innovations dans l'information, la gestion, l'intégration de données climatiques, agronomiques, ce champ-là est un champ important de l'innovation. Et puis, le dernier paquet, on va dans des innovations correctives, c'est-à-dire une fois les effets du changement climatique, notamment sur les caractéristiques du raisin et du vin sont là, et on essaye de modifier, de corriger ces effets, avec meilleur contrôle des températures aux apports, des vendanges, des nouvelles levures qui font moins d'alcool, mais qui peuvent être plus intéressantes par ailleurs, des désalcoolisation, acidification, etc. Donc ça, c'est toutes ces gammes sur lesquelles on a des gens qui ont travaillé, des apports, puis une réflexion globale à avoir en termes de système. Le deuxième point, c'est je pense qu'il faut vraiment sortir de l'approche strictement technique, qui est fondamentale, mais c'est voir qu'il y a 3 ou 4 autres leviers qu'il faut avoir en tête pour l'adaptation au changement climatique. Le deuxième, c'est réorganiser les plantations dans l'espace. On a eu 3 thèses dans le cadre du programme LACAV qui ont vraiment ciblé dans 3 régions différentes, en Pays de Loire, dans le Bordelais, Saint-Émilion et puis à Banyuls, qui ont un peu ciblé cette question du local. C'est-à-dire qu'un espace local, un terroir, c'est hétérogène. Et finalement, en repensant le changement climatique, on se dit le changement climatique va avoir des effets différents, différenciés. Les températures moyennes sont différentes, les expositions sont différentes. Et donc, il faut repenser cette hétérogénéité et jouer sur cette hétérogénéité pour s'adapter, pour réorganiser les plantations, là par exemple le graphique de droite, c'est dans le cas de Banyuls. Banyuls, on a un vignoble qui monte de 0 à quasiment 1000 mètres, je crois, ou 800, et on a, là c'est la carte de gauche, c'est une simulation sur les évolutions de température, donc température très, très élevée en bas, et à droite c'est les effets sur l'acidité
qui est quand même une des caractéristiques qui est recherchée. Donc, forte baisse d'acidité attendue sur tous les vignobles actuellement en bas. Et donc, ça pose une question en termes de est-ce qu'il faut réorganiser complètement le vignoble pour le remonter en altitude, pour privilégier la qualité. Mais en même temps, comme le paysage de Banyuls, c'est un des aspects importants qui fait sa valeur, c'est le tourisme, si on bouleverse tout, on risque de ruiner cette base. Donc il faut trouver un compromis entre une relocalisation qui améliore un peu, qui permet d'anticiper par rapport aux effets de changement climatique, et un maintien du paysage, qui est un des aspects importants de ça. Donc il y a eu un travail qui est fait avec la coopérative et le groupement et le syndicat. Et puis évidemment, réorganisation, ça va vouloir dire, au niveau des appellations, modifier des limites. Ça va vouloir dire aussi éventuellement penser comment de nouvelles appellations, de nouveaux vignobles pourraient voir le jour. Le troisième, j'accélère peut-être un peu, le troisième levier, il faut aussi changer des institutions, changer des règles. Donc on l'a dit, nouveaux cépages, pratiques, nouvelles pratiques, nouveaux zonages. Ça va vouloir dire des modifications, des évolutions du cahier des charges, évidemment. Et les appellations sont des filières, les appellations où on innove, mais on est dans une innovation qui est particulière, une innovation par délibération ex ante. C'est-à-dire que le groupe de producteurs qui portent l'appellation doit délibérer, doit se mettre d'accord avant sur les innovations qui vont être acceptables, qui vont permettre l'adaptation tout en respectant un certain nombre de traits qu'on recherche. Mais on innove. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir modifier ces cahiers des charges. Ça peut vouloir dire aussi des modifications au niveau national, l'INAO, pour autoriser certaines innovations. Sur l'irrigation, c'est ce qui a été fait, ou ce qui est en cours encore. C'est changer des institutions au niveau de la gestion globale du risque. Des nouveaux, alors on en parle pas mal avec des épisodes de grêle, d'inondations. Les assurances sont évidemment on est recontacté encore à l'INRA, très intéressés par toutes ces questions. Quels nouveaux outils financiers, comment mieux gérer les investissements? Est-ce qu'on peut multiplier cette question de mise en réserve d'une récolte, une année d'un millésime sur l'autre, autoriser, être plus souple dans l'obligation ou non d'indiquer le millésime pour pouvoir faire des assemblages entre millésimes davantage, ce qu'est la stratégie de Champagne par exemple. Comment on gère la diversification, et puis aussi jouer sur des tas d'innovations sociales, de solidarité locale, si on a des épisodes qui sont très localisés, il peut y avoir des mécanismes de solidarité entre vignobles voisins, entre syndicats qui se mettent en place et qu'on peut institutionnaliser. Il y a évidemment, ne pas oublier que derrière, là j'ai parlé que d'adaptation, mais il y a aussi, la viticulture est candidate à pouvoir à bénéficier de services, à produire des services climatiques, donc en fixant du carbone dans les sols, meilleure gestion des sols. Donc il faut être aussi à l'affût de nouvelles règles de soutien à l'agriculture pour ces services rendus à l'environnement. Et puis, derrière les institutions, il y a peut-être revoir comment on peut travailler différemment entre partenaires de la recherche, des instituts techniques, des viticulteurs, avec peut-être mise en place de formes d'observatoires, ou ce qu'on appelle une science davantage participative, davantage ouverte, où on a besoin des observations qui se passent partout en France, dans les différents vignobles, et puis les viticulteurs, peut-être de nos regards aussi critiques ou comparatifs. Le quatrième point important, c'est qu'il faut tenir compte des consommateurs, du fait de l'impact du changement climatique sur la qualité du vin. Et alors là, je fais état d'une expérimentation qui a été faite à Bordeaux, dans le cadre de la cave, où on a comparé un vin actuel de Bordeaux, 13,5, fruits frais, avec un vin qui a été sélectionné par les œnologues, qui existe, qui est vu comme le vin du changement climatique. Certains viticulteurs qui récoltent en conditions de surmaturité, sur des zones plus exposées, qu'on pense être le vin qui risque de se développer d'ici une trentaine d'années, de se généraliser. Et donc on a fait tester ça. Donc visuellement, les gens préfèrent le vin. Là, il y avait le vin actuel, parce que le vin du changement climatique est quand même plus foncé. Enfin, il y a des modifications même sur la visuelle. Mais par contre, ce qui nous a surpris, c'est qu'en première dégustation, les consommateurs préféraient le vin du changement climatique. Alors là, c'était un peu parce que plus explosif, plus attractif, nouveau en termes de puissance aromatique, etc. Et donc là, ça commençait à se dire, mince. C'est-à-dire que c'est moins grave. Alors on se dit, du coup, on n'a qu'à laisser faire le changement climatique, on laisse évoluer les qualités, et puis finalement, les consommateurs vont accepter, quoi. Mais c'est important. Par contre, ce qui a complètement revu les choses, c'est qu'en faisant des répétitions de dégustation, sur une semaine, sur plusieurs jours, au contraire, on a un effet de lassitude très fort qui intervient sur les vins du changement climatique, parce que plus alcoolisés, plus fruits cuits, et donc, c'est l'inverse.
Donc il y a un retournement. Donc, donc du coup, les consommateurs, après répétition de leurs actes de consommation, préfèrent les vins actuels dans le cas de Bordeaux. Et donc ça veut dire qu'il faut effectivement tout faire pour limiter ces effets du changement climatique sur la qualité, en tout cas atténuer des évolutions trop brutales dans ce sens. Et donc, plus globalement, je ne vais pas en dire, mais au-delà des évaluations des impacts du changement climatique sur la qualité, des évaluations pour le consommateur, on a aussi testé comment les consommateurs pouvaient réagir aux innovations, type désalcoolisation, acidification, qu'on peut mettre en œuvre pour faire face aux effets du changement climatique. Donc là, c'était lors du Salon de l'agriculture il y a 2 ans. On a fait sur 300 ou 400 consommateurs. Voilà. Alors, et là, on n'a pas de choses... Enfin, si on a les consommateurs ont des positions beaucoup plus tranchées, avec des gens, notamment des jeunes, des femmes, qui, au contraire, sont aucun problème avec les innovations, préfèrent un vin acidifié, plus léger, etc. Et des consommateurs plus traditionnels, plus masculins, plus âgés, qui sont davantage attachés à des vins dans lesquels il n'y a pas ces interventions œnologiques. Juste, voilà. Ce qui est important, c'est dans l'implication du consommateur, c'est aussi d'associer l'action que les viticulteurs font, leurs syndicats, les interprofessions, pour l'adaptation, avec des actions pour l'atténuation. Montrer on est aussi concerné en tant que professionnel par ces questions et on s'adapte, mais aussi on n'est pas bête. Et puis, du coup, il y a voir aussi, au-delà même de ça, associer l'enjeu climatique avec les autres enjeux de revenus, de qualité, surtout de santé et d'environnement. Okay, donc ça fait partie des stratégies de l'importance de la communication autour du changement climatique et de la prise en compte aussi par les viticulteurs de ces questions. Dernier point sur lequel il nous semble important d'insister par rapport à l'adaptation, c'est avoir des démarches collectives à l'échelle d'interprofessions, de syndicats, de régions ou nationales, sur les scénarios, sur la prospective. Donc là, c'est ce qu'on a enclenché avec des collègues de France Agrimaire et de l'ENAO. On a fait pendant 2-3 ans, et puis tous les chercheurs, la plupart des chercheurs du programme LACAV, on a enclenché un travail de prospective. On a commencé à le diffuser, notamment on a un numéro spécial de France Agrimaire qui est sorti il y a un mois ou en décembre, donc là-dessus. On a fait une séance importante à Bordeaux, on va en faire une bientôt en Bourgogne, en Champagne, c'est déjà calé. On est en train de discuter en faire une en PACA à l'automne prochain. Donc on est dans une phase de restitution de ce travail de prospective. J'ai juste vous donné les lignes. Parce qu'on a raisonné ces scénarios en se disant on va privilégier 2 leviers de l'adaptation, l'innovation et la relocalisation, la manière dont on gère les plantations dans l'espace. Et dans l'innovation, on peut finalement dire qu'il y a toute une sorte de gradient entre on n'innove pas du tout, on a une innovation un peu comme on connaît, incrémentale, on modifie un peu la densité, les choix de levure, les tailles, les cépages, voilà, des choses qu'on connaît. Des changements d'innovation plus radicales, changement d'encépagement, de l'irrigation de manière plus forte, etc. Ou très radical, on met des vignes OGM, on aromatise le vin, on mouille. Voilà. En prospective, on a le droit d'explorer des choses qui sont en dehors de ce qui est autorisé. Je vous le dis, ça fait partie de l'exercice, pour nous pousser à réfléchir. Et dans l'autre dimension, qui est l'importance des relocalisations, pareil, aucune relocalisation, on reste les parcelles en droit, on relocalise les vignes au sein d'un même terroir en se réaffectant ce que j'évoquais tout à l'heure, en changeant un peu les expositions, les parcelles, etc., ou des zones qui ne sont pas au sein d'une appellation, qui ne sont pas plantées. On relocalise les vignes autour des terroirs, on monte en altitude, on modifie les limites. On crée, on abandonne des vignobles entiers, et puis on a été jusqu'à se dire, on artificialise la viticulture, on envisage la viticulture sous serre, ou même sur des roulettes, voilà, on pourrait mettre des vignes sur des roulettes, on les déplace, comme font les apiculteurs, pour s'adapter aux évolutions climatiques. On est dans les... Et donc, si vous voulez, quand on croise ça, on a défini des pré-scénarios, des grandes stratégies d'adaptation. Le seul qui est absolument impossible, c'est le gris, c'est où il n'y a pas d'innovation et pas de relocalisation, parce que depuis 8000 ans, les viticulteurs innovent tout le temps, à des rythmes plus ou moins lents, plus ou moins rapides, et se relocalisent. Donc ça, c'est la seule chose qui est absolument impossible. Par contre, on a un scénario qu'on appelait conservateur, où on combine un peu de relocalisation plutôt au sein des terroirs, et puis la poursuite de ce qu'on connaît en termes d'innovation. Un scénario innovateur qu'on a divisé d'ailleurs en 2. L'enjeu, c'est de rester absolument sur place dans nos terroirs, parce qu'il y a des tas d'investissements économiques, symboliques, culturels qui sont faits, qui associent le vin. Et donc, on est prêt à innover, y compris changer de cépage, etc., pour rester. Et puis un scénario nomade, où dire on veut privilégier plutôt la mobilité,
Donc on se déplace, plus facile, on va chercher des qualités. Et puis libéral, qu'un scénario dans lequel tout est permis, on peut bouger, on peut innover. C'est un scénario où, si vous voulez, c'est davantage les assembleurs, donc les négociants, qui prennent le pouvoir sur des viticulteurs qui sont plutôt plus mobiles. Et donc, on a fait toute une démarche, je ne vais pas rentrer là-dessus parce que je n'ai pas le temps, hein, où on est reparti de ces scénarios, on a essayé de les décrire avec différents types d'enquêtes, différentes sources d'informations. On a fait des enquêtes chez les viticulteurs dans 3 régions, on a interviewé les chercheurs, on a croisé tous les processus, c'est-à-dire toutes les petites, les variables, les processus qu'on associe à chaque scénario. Hein, donc c'est des tas d'hypothèses qu'on croise. La consommation augmente, la PAC se fige, réserve les terres de plaine pour la production alimentaire et donc pas pour la vigne, pour des raisons de sécurité, etc. Donc on a fait toute une série d'hypothèses, on avait 140, on a résisté à 70, on les a croisées, et avec ça on a créé des chemins, on a précisé nos scénarios, et on a créé nos chemins. Hein. Donc on l'a présenté ça à Bordeaux dans le cadre d'une journée qui a vraiment été super, une journée qu'on appelait le Forum Prospective. Il y a une centaine de viticulteurs qui étaient là, qui étaient regroupés dans une dizaine de tables. Donc chaque table, il y avait un maître du temps et un coordinateur, il y avait une tablette numérique, et on a présenté les scénarios. Tout le monde d'abord répondait un petit peu comment vous voyez le scénario, dans votre région, comment ça pourrait se passer, scénario par scénario. Et puis à la fin, nous on restituait en direct aux gens, voilà vos réponses, etc. Et à la fin, on a aussi ensuite passé l'après-midi à une dimension stratégique. Quelles actions, quels scénarios vous aimeriez qu'ils se déroulent, ou au contraire, quels scénarios vous souhaiteriez éviter, je dis ça très mal. Et puis comment vous voulez vous préparer pour chaque scénario. Par exemple, c'est la chaîne innovante. On veut absolument tout faire pour y arriver, donc c'est ce qu'on appelle la proactivité positive. Dès aujourd'hui, on agit pour que ça se passe, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On remplissait qu'est-ce qu'on voulait faire? Ou est-ce qu'on est proactivité négative? On fait tout pour qu'il ne se passe pas, hein. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comment on se prépare individuellement, collectivement? Ou réactivité anticipée, on n'investit pas toujours, mais on essaie déjà d'envisager qu'est-ce qu'il faudrait faire si ça commence à arriver, ou on a une attitude de veille, simplement. Donc, et puis, donc voilà, dans le cas, ça c'est le résultat sur Bordeaux, les votes à la fin de la journée, la centaine de viticulteurs, le Bordeaux, donc à 80%, ont voté pour la situation innover pour rester. Donc c'est donc un vrai débat. Mais il y en a quand même qui sont intéressés par la situation conservatrice, et puis d'autres qui veulent absolument éviter. C'est quand même le scénario libéral qui est vu comme libéral. Je parle pas, c'est pas plan politique au sens qu'on l'avait défini, qui est celui qu'il faut éviter. Voilà. Donc en conclusion. Donc ceux qui seront intéressés, je vous le redis là, je pense qu'en novembre on ferait ça, ce sera à l'INRA d'Avignon, je pense, on fera ça en lien avec différents réseaux. J'ai pas compris, on a discuté avec le président de centre d'Avignon, INRA, et des collègues d'Enao et de France Agrimaire, et ça sera avec un réseau qui existe déjà en PACA, autour de la vigne et du vin, plusieurs réseaux avec les interprofessions Inter-Rhône et puis Provence, et voilà, on fera sans doute cette journée. Les places sont limitées, ça peut vous intéresser, je pense. En tout cas, tout le monde était content. Donc, juste quelques conclusions pour finir. Premier message, c'est des messages un peu généraux, mais que je préfère redire quand même. Jusqu'en 2040-2050, les impacts du changement climatique sont modérés, quels que soient les scénarios, puisque c'est après 2050 que ça diverge. Soit on stabilise, on est de nouveau dans une gestion un peu classique, des choses sur des terroirs, etc. Soit on n'a pas réussi à stabiliser, et à ce moment, on est dans une perspective d'emballement du système avec des incertitudes croissantes. Et donc, en tout cas, jusqu'en 2040-2050, les impacts sont modérés. Et ce qu'on vous dit, c'est que les acteurs du secteur, dans tous les vignobles, seront toujours là. En tout cas, il y aura toujours des viticulteurs et pourront s'adapter sans changements trop radicaux. Il y a des marges, notamment dans la gestion à l'échelle de chaque terroir. Par contre, c'est pas le cas ensuite, après 2050, c'est là où ça diverge beaucoup. En tout cas, un point important, c'est si on aime le vin, il faut, à mon sens, quand même chercher à stabiliser cette température moyenne autour des plus de degrés. Donc, l'urgence de tout faire pour que COP21 se réalise. Ne pas oublier que la viticulture peut contribuer à la mitigation.
hein, à travers les changements de pratiques, l'optimisation des intrants, la fixation de carbone, la gestion des sols, l'agroforesterie, la logistique, j'ai oublié de vous dire, c'est la logistique qui est le principal poste émetteur, hein, c'est pas au niveau production, le raisin, ni même vin. Donc c'est là-dessus qu'il faut jouer pour réduire l'impact carbone. Et en fait, ça peut être vu comme une chance aussi pour différentes formes d'agroécologie, du bio, mais aussi plus largement ce qu'on appelle l'écologisation des pratiques, y compris pour la viticulture traditionnelle. Voilà, hein. Donc il y a toute une perspective qu'il faut bien garder en tête. Pas de solution unique, je l'ai déjà dit. S'adapter, c'est combiner différentes innovations, associer ça de la relocalisation, penser la relocalisation, le changement institutionnel, la prise en compte des consommateurs. Au-delà de solutions, oui, ce qui est central, c'est cette question du risque sur lequel nous, on va retravailler. C'est-à-dire comment avoir des systèmes plus résilients, voilà. Ça, c'est un gros truc. Et puis, 3 autres idées. La première, c'est que c'est une question individuelle, évidemment, l'adaptation à l'échelle d'une exploitation, mais c'est éminemment une question collective, et notamment le niveau local, tel que j'évoquais, est central. Et donc, ça peut être vu aussi positivement comme une occasion, par exemple au niveau d'un syndicat de producteurs, au niveau de repenser sa stratégie de terroir, sa stratégie locale. Il y a des enjeux de coordination à l'échelle de chaîne de valeur. Donc, je réinsiste sur l'importance des consommateurs citoyens, de la communication à faire autour de ces questions. Il y a des opportunités pour développer de nouveaux produits et services. Des startups sont déjà engagées sur ce genre de fonctions. Et enfin, dernier point, comme il y a quand même beaucoup d'incertitudes, il faut avoir un raisonnement en termes de capacité d'adaptation, c'est-à-dire se mettre se mettre en ordre de bataille pour être davantage en interaction, par exemple entre chercheurs, techniciens, viticulteurs, mais aussi entre viticulteurs de régions différentes, entre négociants, viticulteurs. Donc être en situation d'être plus intelligent par les interactions pour se préparer, pour échanger, à s'informer, et se préparer à des situations qu'on ne connaît peut-être pas totalement encore, quoi. Donc construire ses capacités à être plus réactif, et des exercices de prospective l'aident largement, par exemple. Il y a des tas d'autres manières. Voilà, je vous remercie. Question pour Jean-Marc ? Oui, François Prévost, SCP. Bon, merci pour la clarté de cette intervention. Vous avez bien montré à quel point l'adaptation devait être multifactorielle et systémique. Moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez appelé les changements institutionnels. Comment est-ce que ces démarches sont perçues dans les institutions ? Alors, certainement de manière différenciée, hein, mais notamment celles qui gèrent des cahiers des charges aujourd'hui, voire les politiques publiques d'accompagnement. Alors, je pense qu'on a eu vraiment un basculement depuis 2 ans. C'est un peu dans il y avait COP21, hein, il y a dans cette pré-COP21, et on a eu vraiment en termes de concernement des politiques, des représentants professionnels. On a vu ça, à tel point que notre projet La Cave, qui était un projet académique, scientifique, s'est engagé là-dedans et on a été pris dans ces demandes croissantes. Je vous donne quelques exemples. J'ai fait une présentation à l'Assemblée nationale, devant la commission économique, devant tous les députés concernés, de ces questions. Donc une demande forte des députés pour intégrer ces questions du changement climatique pour la vigne et le vin. Alors, leur première préoccupation, c'est évidemment dans ma circonscription, dans ma région, etc. Donc, on avait des questions très différentes selon le Champagne, le Languedoc, etc. Mais il y a aussi derrière les questions économiques, évidemment, c'est-à-dire exportation, valeur, emploi. Donc, c'est ces questions économiques, ces enjeux qui titillent fortement, hein. Et puis, autre exemple, plus professionnel, eh bien, on a présenté à l'OIV, au congrès de l'OIV, mes collègues ont présenté au congrès de l'OIV les débuts de ces scénarios de prospective. C'était à Bento Gonçalves au Brésil, là, cet automne. Il y avait des représentants professionnels, des présidents de telle ou telle instance. Et puis voilà, de fil en aiguille, on a eu une présentation le 11 janvier au conseil d'administration et à la direction de l'INAO et de France Agrimaire, des scénarios. Il y a un groupe qui s'est constitué qui va maintenant suivre entre les 2 institutions, qui va suivre explicitement ces questions. Et ensuite, dans chaque région, je vous dis, dans chaque interprofession, moi, depuis 6 mois, alors on a le Bordelais Bordeaux et Cognac, hein, c'était associé là, en fait, nous ont contacté les premiers, mais là, maintenant, toutes les interprofessions, nous ont contactés pour faire des interventions où on passe très rapidement sur le début, mais en une journée, on se concentre sur l'adaptation et les scénarios, hein.
Et l'idée, c'est à la fois de renforcer le concernement des gens, les préoccupations, mais d'échanger, et puis d'aller jusqu'à de construire un plan stratégique, des scénarios. Voilà, comment à l'échelle d'une interprofession, on va faire telle expérimentation sur tel cépage pour se préparer, ou comment on va financer telle étude, voilà. Donc, ma réponse, c'est depuis 2 ans, je vois une inversion, un concernement très général à toutes les échelles, quoi. Non, ça c'est. Donc c'est plus. Et on voit bien sur les enquêtes. On a une collègue qui a fait des enquêtes chez les viticulteurs il y a 4 ans. Il y avait à peu près 1/3 des viticulteurs qui mettaient en avant ces questions, et les 2/3 étaient soit sceptiques, soit oui, la variabilité, mais c'est pas forcément le changement climatique, etc. Moi, j'ai refait avec un doctorant il y a 2 ans, donc 2 ans après. Alors, on était dans le contexte un peu comme 21, les mêmes enquêtes, ça a été complètement inversé. C'est les 2/3 des viticulteurs qui étaient capables de signaler toute une série de questions qu'ils associaient au changement climatique. Donc, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une période d'évolution des prises de conscience, des représentations, avec de la critique, c'est normal, et des préoccupations, mais parce que on est quand même dans des horizons assez lointains. Et puis, encore une fois, ça reste cette question de la variabilité des risques qui, sans doute, est premier, donc plus la variabilité climatique que le changement climatique. Pour beaucoup parce que, voilà, c'est des choses qu'on doit gérer à 2-3 ans, alors que le changement... Il y a d'autres questions ? Merci Jean-Marc. Donc du coup, on va passer à la dernière présentation de cette première.